Bon, écoute, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler aussi de façon décontractée, deux, trois choses qui, à mon avis, sont très importantes et sont des concepts pas tout à fait corrects qui sont validés, sont utilisés jusqu'à maintenant pour décider la thérapie de resynchronisation cardiaque et ils ne sont pas du tout corrects. Donc, la première chose à dire, c'est que la première chose à dire, c'est que tous le guide qui existe, de tous les guides de tout le monde, pour l'indication de thérapie de resynchronisation cardiaque, soit qu'il soit, là, qu'on choisisse, ça veut dire la stimulation biventriculaire, la stimulation initienne, parisienne, n'importe laquelle, tous les guides ils parlent que de la duration du QRS, ils parlent de la fraction d'éjection. Donc, ce sont des choses tout à fait, euh, tout à fait, sont rien à voir avec la synchronisation. Donc, ils parlent de la fraction d'éjection moins de 35%, ou 35%. Ils parlent aussi de la durée des QRS au-delà de 150 millisecondes, au-delà de 120 millisecondes. Et parfois, comme tu peux voir dans quelques indications de type 2, c'est même pas la peine d'avoir un bloc de bras gauche. Ça d'avoir, donc, ça te donne une espèce d'horizon qui sont tout à fait perdus parce que personne parle de synchronie ou désynchronie. Bien qu'il s'agisse donc de recommandations ou la correction de la désynchronie, aucune guide parle de synchronie ou désynchronie. Pourquoi? Tout simplement parce que personne ne sait exactement bien qu'est-ce que c'est la désynchronie. C'est une soupçon de désynchronie euh, prenant un QRS large. Donc, d'accord à la durée de QRS, il y a une déduction que très probablement il y a une désynchronie. Mais il n'y a pas la façon de la mesurer, sauf avec le redoutable échocardiogramme. Ce n'est pas du tout reproducible. Donc, pour, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec le groupe de vin gauche, ici, tu vois dans une SM de isochrone, tu peux voir qu'ici, dans l'activité septale, l'activité cardiaque commence ici, et 40 millisecondes après, tu as l'activation de la paroi antérieure, la paroi postérieure du ventricule gauche, et 40 millisecondes, presque au même temps que l'activité septale, tu as l'activité de la paroi latérale du ventricule gauche. Évidemment, bien plus tard, 80 millisecondes, l'activité épicardique. Bon, ça, se montre la courbe d'isochrone. Qu'est-ce que, comme la traduction ici dans l'électroprogramme de surface, tu vois la D2, que c'est donc la D2, c'est donc l'activité septale droite, lire activité droite, et l'activité de la paroi latérale du VG, c'est absolument en même temps. Donc, la traduction électrique, c'est la traduction électrique, c'est donc avoir le même volume, la même direction, la même durée de chaque onde de 2 et V6 de chaque activité. Donc, il y a une synchronie parfaite. Qu'est-ce qui se passe ici en bas? Tu peux voir le bloc de vent gauche. Tu vois que l'activité commence ici 40 millisecondes, mais tu as pour le bloc de vent gauche, tu as 80 millisecondes, l'activation de la paroi latérale de la paroi postérieure, et 80 millisecondes après, l'activation de la paroi latérale de 140, l'activation épicardique. Donc, ici, entre l'activation septale et la paroi latérale du VGE, il existe 40 millisecondes de déphasage, de décalage, de découplage. Ici, se voit dans l'électrocardiogramme. Très facilement, avec le Synchromax, le traitement de la 2 de la 6, on peut l'avoir. Voici clairement, tu veux, en bleu, l'activation septale de ventricule droite. Et clairement l'activité de ventricule gauche est rouge, la V6 est tout à fait décalée. C'est 40 millisecondes. La fréquence intrinsécoïde, ou le pic, l'activité maximale ici, de V6, c'est décalé 40 millisecondes. Et c'est la traduction de cette délai qu'il existe dans l'activation. Donc, qu'est-ce que mesure cette activation? Si tu vois une malade normale, un patient normal, sujet normal, l'activation à niveau de UIS, l'activation du ventricule droit à niveau de UIS, donc bien septal, c'est en même temps que la paroi latérale. Il y a une 2, 3, 10 millisecondes maximum. Donc, c'est actif de façon simultanée. Qu'est-ce qui se passe avec le bras du vent gauche? C'est tout à fait différent. L'activité septale, l'activité de la paroi latérale commence 50, de 50, 100 ou 120 millisecondes après que l'activité septale. Donc, si tu le vois
Ici, si tu le vois ici, le QRS normal, mais si tu le vois ici, clairement, le décalage, c'est très facile à voir. Donc, c'est déjà quelque chose de très utile. Tu sais déjà qu'est-ce que c'est, je vais te rappeler un petit peu l'activité, le synchromax, il prend le 2-2, donc c'est l'activité septale, lire ventricule droite et la V6, que c'est l'activité de la paroi latérale. C'est une superposition. Et comme tu vois ici, la superposition, comme on disait tout à l'heure, c'est parfait. Donc, qu'est-ce que nous montre le synchromax? Il peut montrer très simplement, avec un électrocardiogramme de surface, différents types ou différents modèles de désynchronisation tout à fait différents. Ici, par exemple, en haut, c'est le normal. Ici, il y a le typique bloc de main gauche, que tu peux voir l'activité, comme disait tout à l'heure, tout à fait décalée. Et ici, à droite, par exemple, la stimulation septale. La stimulation septale que traditionnellement utilisée, tu peux voir simplement, tu lui donnes un coupe d'œil et tu te rends compte que l'activité, la V6, que c'est l'activité de la paroi latérale, c'est une activité absolument à l'inverse, révertie. Ça veut dire l'activation, c'est en lieu d'être de base à l'apex, c'est de l'apex à la base. L'activité de septum interventriculaire droite, c'est à peu près, c'est donc initialement positif et après négatif. Donc, on peut le voir tout simplement sans savoir rien de synchronie ou de synchronie, que cette courbe sont absolument anormaux, différents à cette courbe que c'est une courbe normale. Et comme ça, par exemple, ici, il y a un autre type de déflexion, de stimulation apexienne, que sont dysynchroniques, tous les deux, mais il y a une que c'est beaucoup plus importante, que c'est les blocs de main gauche. Hein. Ça, c'est une stimulation septale, et ça, c'est une courbe normale. Donc, ça dit que maintenant, tout le monde prend la durée de QRS comme le modèle, comme la définition, le modèle à suivre pour l'élection de la synchronisation cardiaque, quel qu'il soit. Je vais te montrer qu'est-ce qui se passe avec la durée de QRS. Effectivement, la durée de QRS n'a aucune importance, mais comment peut-on répondre à cette question? L'année 2017, nous avons fait un travail avec notre malade de resynchronisation cardiaque, la resynchronisation biventriculaire. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que la durée de QRS, en prenant seulement le malade, répondait. Ça veut dire tous ceux qui ont bien marché, qui ont repris la fonction ventriculaire, la durée de QRS ne change rien. Tu peux voir avant la thérapie de resuscitation cardiaque et après, 159, 151, c'est une poussière, ça n'importe rien. Donc, la différence n'est pas significative. Mais quelques années après, ici, je vais te montrer, on a ce travail de Harry Dam de 19, c'était très, très important travail qui a comparé la stimulation, la modification des QRS de différentes variables durant la stimulation biventriculaire conventionnelle avec une sonde dans le sinus coronaire, directement la paroi latérale, et la stimulation icienne. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est très important de voir, très intéressant à mon avis, ce travail. Non? Parce que ici, par exemple, la stimulation biventriculaire, il n'y a rien changé. Le QRS 165 à 164, ça veut dire rien. Il n'a rien changé. Tandis que la stimulation initienne, il a bien modifié les choses parce qu'il est passé de 174 à 125. Donc, il y a un raccourcissement très important. Mais il y a une chose que ce n'est pas, si tu veux, mentionné dans le travail, ce n'est pas indiqué dans le travail, et qui, à mon avis, c'est une chose très importante. Tu vois ici, la stimulation vivante, tous les deux ont amélioré la fraction de direction de façon assez pareille. Voilà, la stimulation biventriculaire, il est passé de 27 à 32, ce n'est pas terrible, bon, mais il y a une amélioration. Et la stimulation initiale, pareil. Mais tu vois, on démontre, ici, c'est bien démontré que tu peux améliorer la fraction de direction, la fonction ventriculaire, sans modifier le QRS ou même élargissant le QRS. Ça veut dire la longueur du QRS n'a rien à voir. N'a rien à voir. Aucune importance. Alors, est-ce que sont toutes les blocs de vers gauche? Parce que, tu vois, je parle au moins tout le monde qui m'entoure, on dit bloc de vers gauche, resynchronisation cardiaque. Ce sont des synonymes. Hein?
thérapie de respiration cardiaque, bloc de bras gauche, ça y est, c'est tout. Est-ce que tous les blocs de bras gauche sont les mêmes, sont pareils, sont similaires? Est-ce que tous les blocs de bras gauche ont besoin de thérapie de resynchronisation? Et pourquoi on jamais arrive à améliorer la tâche de 70% des répondeurs? Et toujours, on a, n'importe quel soit le bloc de bras gauche et la longueur du QRS qu'on choisisse pour l'indication, tout à fait, on a systématiquement 30% de non-répondeurs. Je vais essayer de te montrer un peu qu'est-ce que nous avons vu avec le Synchromax. Qu'est-ce que c'est un bloc de bras gauche? Bon, il le sait très bien, je vais te montrer. Ça, le guide international a montré que la duration de QRS au-delà de 120 millisecondes, évidemment, le notch sur la R, l'onde RND1 AVL V5V6, l'absence de Q en V6. Tu le connais, le pic, ce pic le début du QRS à la déflexion intrinsicoïde au-delà de 60 millisecondes, la stimulation l'entité opposée à la direction de QRS, etc. etc. Bon, tu le connais très bien. Donc, c'est ça à peu près ce que nous, on nous dit que c'est le candidat idéal. Hein? Ici, le nom, tout ça, tu le connais très bien. Mais il y a des différents types de blocs de bras gauche. Moi, j'ai beaucoup de blocs de bras gauche suivis avec Synchromax, est-ce que je trouvais qu'il y a d'énormes différences. Et ce que je peux te montrer, c'est que l'électrocardiogramme, souvent, te donne très peu d'informations sur la synchronie ou dysynchronie de chaque malade. Pourquoi? Ici, à gauche, le numéro 1, il y a un malade qui a un bloc de bras gauche absolument clair, avec tout le paramètre. C'est Et qu'est-ce que tu as? Évidemment, une énorme dysynchronie. Tu vois l'électrocardiogramme traité avec Synchromax et tu vois clairement qu'il y a évidemment un décalage très important de l'activation de la paroi alvéolaire. Donc, c'est clair. Mais ici, il y a un autre bloc de bras gauche qui c'est pareil, avec l'axe électrique un petit peu plus à gauche. Et qu'est-ce qui se passe avec cet axe un peu plus à gauche? La différence, c'est que l'activation donc, de la paroi septale ou du ventricule droit c'est fait à l'envers, c'est reversé. Ça veut dire l'activation de l'EV, comme tu peux le voir ici clairement, la V6, l'activation de l'EVG c'est fait de base à l'apex, tandis que l'activation du VD c'est fait de l'apex à la base. Donc, c'est le découplage, mais en plus, c'est une activité reversée qui n'améliore pas la situation. Et ici, à droite, le 3, tu vois un typique BBG que personne pourrait douter d'indiquer une thérapie de circulation cardiaque, c'est insuffisance cardiaque. Mais, si tu fais le traitement avec Synchromax, tu vois qu'ils sont absolument synchronisés. Ça veut dire l'activation de le ventricule droit et ventricule gauche, c'est fait en même temps, c'est fait avec le même volume, la même direction et la même durée. Ça veut dire l'index c'est 0,11, donc si un vert, comme il y a un vert, c'est absolument normal. Ici, c'est très anormal, ici, c'est anormal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe qu'ici, les malades, le 1 et le 2, vont être répondeurs de la stimulation cardiaque, mais cette malade ne va pas répondre, évidemment, parce qu'il n'y a pas rien à resynchroniser. Donc, c'est un malade qui ne va pas améliorer sa insuffisance cardiaque. Il y a différents types de blocs de bras gauche, tu peux les voir ici, différents cours, et tu les peux les voir très facilement avec le Synchromax. Mais il y a une chose de plus. Ici, par exemple, il y a un bloc de vache, un autre bloc de BVG typique, absolument typique, comme il a tous les réquisites nécessaires, mais la courbe, c'est parfait. Mais ici, il existe aussi, ce qu'on peut voir dans la bibliographie, c'est que les cas de BVG atypiques, ça veut dire pas typiques, les atypiques, ne sont pas candidats pour la resynchronisation cardiaque, ne sont pas candidats pour la stimulation biventriculaire, parisienne, ce que tu veux. Et qu'est-ce qui se passe ici? Tu vois un bloc de bras gauche absolument atypique. Pourquoi? Parce qu'il y a une Q
ND1. Il n'y a pas de notch dans D1 et D2. Il y a une R très importante dans D1. Il n'y a pas de notch en D6. Donc, ça c'est ce que la bibliographie internationale appelle atypique. Donc, pas de resynchronisation cardiaque. Maintenant, je te montre qu'est-ce qu'il montre le synchromax de cette malade. Il te peut voir clairement, il ne faut pas être un génie pour voir que l'activité du ventricule droit en bleu, c'est tout à fait avant que l'activité de la paroi latérale du ventricule gauche. Sont tout à fait décalés. Il y a un découplage. Donc, l'index de synchronie, c'est mauvais, très mauvais. Donc, cette malade, c'est un excellent candidat pour la thérapie de respiration cardiaque. Mais l'électrocardiogramme ne dit rien du tout. Et il y a dans l'évolution des blocs de vent gauche, les blocs de vent gauche, probablement, c'était de longues évolutions. Ils sont des différents, tout ce que je t'ai montré tout à l'heure, ça veut dire différents types de blocs de vent gauche, sont probablement différents types d'évolution du bloc de vent gauche qui démarrent dans le QRS normal et finissent dans le QRS très anormal et découplé. Et ici, tu peux voir dans le même malade, on fait synchromax dans les malades, beaucoup de malades, on fait un suivi et on peut voir, on peut trouver les blocs de main gauche comme ici, tu peux voir. Ici, le 2017 en QRS absolument normal, mais l'année suivante, il commence à avoir déjà un décalage et l'index, c'est pas très bon. Et ici, ici quelques années après, c'est tout à fait différent. Donc, l'index est de 80. C'est très, très mauvais, une malade très désynchronisée. Peut avoir une insuffisance cardiaque, or non. Ça dépend de la fonction ventriculaire, de l'état myocardique, mais si le malade a une insuffisance cardiaque, sûrement va se bénéficier avec la thérapie de synchronisation cardiaque et tu peux le voir tout simplement avec l'électrocardiogramme. Donc ici, il y a un travail très important des Strauss et pour dire qu'ils disent qu'évidemment, on aura besoin des études beaucoup plus importantes pour déterminer exactement si les malades ayant les critères typiques des blocs de vent gauche, quels sont les malades effectivement candidats à la thérapie de resuscitation cardiaque. C'est pour ça que maintenant le synchromax joue un rôle très important dans cette élection, parce que c'est très simple à le voir, comme je te montrais tout à l'heure. Qu'est-ce que nous avons vu avec les blocs de vent gauche on utilise Synchromax depuis 10 ans de façon routinaire. Donc, on a des centaines de malades avec le bloc de vent gauche. Qu'est-ce qu'on a pu voir dans le bloc de vent gauche? Il y a des malades qui sont décalés, tout à fait découplés, comme le terme, je vais dire que le terme découplé, que c'est absolument élégant et c'est tout à fait descriptif, a été imposé par un Français, un ami qui s'appelle Eisager. Michel Eisager, il a parlé d'uncoupling. La première fois, je te le montrer. Et à mon avis, c'est le terme parfait. Est-ce qu'on a vu que les 70% des malades sont découplés dans les blocs de main gauche, indépendants de la durée de QRS et de la morphologie. Parfois, ce sont des électrocardiogrammes absolument identiques. Il y a des malades découplés, il y a des malades non découplés. Tu ne peux pas les voir dans l'électrocardiogramme de surface, et tu les peux voir seulement avec les traitements synchromax. Tu vois ici, pardon, que le 30% des malades ne sont pas découplés. C'est un QRS lâche, 160 millisecondes, 45, 6 millisecondes, n'importe quand, mais ne sont pas découplés. Donc, l'activité, c'est symétrique. C'est pareil. Donc, le volume, la direction et la durée, c'est pareil pour tous les ventricules. Donc, il n'y a pas de synchronie. Donc, il n'y a rien à traiter. Et maintenant, il y a beaucoup de monde qui a trouvé la même chose, absolument la même chose. Ici, par exemple, le travail d'Angelo Auricchio, assez important, il a fait une espèce de, sûrement tu le connais, il a fait une cartographie avec Carto, avec Insight, je ne sais pas, mais c'est une chose vraiment très élégante avec le map d'activation cardiaque. Il a dit exactement qu'il y a un tiers, il y a 30% des malades
que malgré l'électrocardiogramme de surface très pathologique, ces malades ont une activation de la paroi latérale absolument normale au very close, très pareil à la normale. Donc, il n'y a pas de décalage, donc il n'y a rien à resynchroniser. Donc, c'est ce qu'on montre avec Synchromax, que les 60% des malades sont découplés ou décalés, et le 30%, donc un tiers, ne sont pas découplés. Donc, le problème de la synchronisation, donc c'est clair que la synchronisation de les ventricules dans le VVG, c'est un problème de couplage versus découplage. Ce n'est pas un problème de durée de QRS. Hein. C'est clair, c'est évident. Et maintenant, tout le monde essaye d'abandonner la durée de QRS comme un index important pour décider. Mais comme tout le monde, il n'y a rien d'autre chose, continue à dire avant le QRS large, malgré que c'est démontré qu'ils n'en servent à rien. Ici, par exemple, il y a un intéressant, ici, notre ami Aïsaïr, il a introduit les mots uncoupling, découplé. Il a fait une espèce une cartographie avec le gilet, tu vois, le gilet avec le sélecteur de surface. Je connais. C'est un travail vraiment très dur, compliqué. Il m'a commenté, il a fait une dizaine de cas, même pas 10 cas, je pense 8 ou 9 cas. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a fait une map d'activation épicardique. Il a pu voir donc que les meilleurs répondeurs à la thérapie de résynchronisation cardiaque sont les malades qui ont été découplés. C'est là qu'il a mis les mots uncoupling. Les malades découplés, donc c'est les valeurs prédictives très hautes pour les répondeurs à la résynchronisation cardiaque. Donc, on prenait ici depuis longtemps les découplages électrocardiogramme. Donc, on travaille dans la même chose. Hein? On a trouvé la même chose pour schémas différents. Et ici, il y a beaucoup de monde qui a fait la même chose. Ici, il y a Sanon, que tout le monde les connaît très bien. Qu'est-ce qu'il a dit, Sanon? Il a dit que si tu vas stimuler la région électriquement plus tardive de le ventricule droit, ça veut dire la région découplée de la paroi latérale du ventricule droit, la réponse est 87%. Donc, presque les 100%. Ça veut dire qu'il est en train de dire la même chose, mais avec la thérapeutique directement, le résultat de la thérapeutique. Ici, notre ami Daniel Ortega, il a dit aussi que l'observation, disons, la visualisation de l'électrocardiogramme de surface est une valeur prédictive beaucoup plus importante que le QRS. Donc, l'idée, c'est de transformer donc, cet découplage dans cette courbe-là. C'est le secret. Mais le problème, donc, n'est pas la durée de QRS, mais c'est le couplage de VD. Ici, je peux te montrer un QRS absolument normal. Hein? QRS absolument normal, 95 millisecondes, donc c'est un QRS normal. Et tu peux voir ici que le VG, ça veut dire le rouge, c'est absolument découplé. Ça arrive souvent dans les myocardiopathie hypertrophiques, dans les insuffisances cardiaques avec fraction d'éjection préservée. Avec beaucoup de malades, il y a ce type de courbe et tu peux voir que c'est découplé avec un courbe normal. Donc, nous pouvons donc, si on voit la désynchronisation électrique, on peut la corriger. Ici à gauche, tu vois la stimulation sinusonnaire, la stimulation biventriculaire traditionnelle. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne modifies pas beaucoup le QRS, tu le passes de 170 à 165. Ce n'est pas une terrible modification, mais tu indexes de synchroniser parfait parce que tu as activé les ventricules droits et les ventricules gauche en même temps, avec le même volume, la même direction. Et ici, la stimulation initienne ou parisienne qui produit absolument la même chose. C'est pour ça que maintenant, c'est en train d'être abandonné, la stimulation du ventricule. Bon, est-ce que c'était intéressant aussi, Ricardo, je vais te montrer, parce qu'on pense de désynchronisation et on pense seulement dans les BBG, les blocs de Van Gogh. Mais la désynchronie, c'est pas quelque chose d'exclusif
du bloc de bras gauche. Ici, je vais te montrer quelques exemples. Par exemple, ce que je te disais tout à l'heure, un malade avec un électrocardiogramme normal, tout à fait normal, vraiment sinusal, tu fais une analyse, tu dis, malade normal, vous pouvez faire sport librement, sans aucune restriction, allez-y pour la vie, ça rien. Mais le malade, il a toujours un dyspnée d'effort, il a quelques œdèmes, et cette malade, il est tout à fait découplé. Tu peux voir, très important, l'index de synchronie, c'est très mauvais, parce que l'activité du ventricule gauche, c'est tout à fait après que l'activation du ventricule droit. Ici, tu vois les blocs de ventre droite, les blocs de ventre droite, BBD, produit aussi des synchronisations. C'est à l'inverse que les blocs, souvent, à l'inverse que les blocs de ventre gauche. Ça veut dire, les VG, c'est avant, et les VD s'activent après, évidemment, parce qu'il y a un bloc de ventre gauche. Donc, ça produit des synchronies aussi, mais une dysynchronie dans les petits circuits, si tu veux. Ça veut dire, il y a des turgences de la jugulaire, il y a quelques œdèmes, quelque chose que les médecins nous disent, ah, ben, les sages sont, c'est lâche, c'est traitable avec une petite goutte de diurétique, hein, mais c'est une dysyncronie. Il y a les blocs de bras droit, le BBD, plus l'hémibloc antérieur gauche, et c'est beaucoup plus important la dysynchronie. Il y a le Wolff-Parkinson-White. Évidemment, le Wolff, il produit aussi des synchronies, évidemment, parce que c'est une activation pareille, c'est pour que reste large ou non large, mais il y a une activation anormale du VG, pardon. Donc, ici, je vais te montrer, par exemple, le Brugada. Le Brugada, il produit, en certains cas, produit des synchronisations. Et ici, tu peux voir le BBD, les blocs de branche droite. Ce que je t'ai montré tout à l'heure, les VG se trouvent avant et les VV se trouvent après. C'est découplé à l'inverse que le bloc de vin gauche. C'est une cause aussi de dysynchronie. Est-ce que ici, je vais te montrer le Wolff-Parkinson on pourrait parler après. Notre opportunité, c'est un modèle extraordinaire pour voir le modèle de l'activation anormale du VG et la dysynchronie qu'il produit. Tu vois ici un Wolff-Parkinson-White pré-ablation. C'est désynchronisé. Le VG, c'est un Wolff de la postérieure droite, Donc, tu vois l'activation de la paroi latérale du VG, c'est décalé. Ça veut dire c'est en retard rapport à l'EVD. Ici, c'est pendant la tachycardie paroxystique, le malade déclenche la tachycardie paroxystique. Tu vois, évidemment, comme il n'y a plus de conduction antérograde, tu vois ici, c'est clairement la normalisation, tout à fait la normalisation du QRS. Et après l'ablation, normalisation du QRS. Donc, ça, c'est Wolff-Parkinson-White, c'est après l'ablation. Donc, ça, tu le vois, tu n'as pas besoin d'attendre 6 mois, 2 semaines, ou de le faire marcher 600 mètres. Tu peux le voir directement dans le QRS et clairement, tu vois le découplage. Il y a une autre chose intéressante, mais très intéressante que nous avons trouvé aussi, et c'est pourquoi quelques tachycardies ventriculaires sont très bien tolérées malgré le cycle de la tachycardie qui sont très rapides, et pourquoi quelques tachycardies ventriculaires sont d'une tolérance très mauvaise, sont rapidement syncopales, et à 140, 150 par minute, battements par minute. Qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé qu'évidemment, il y a des tachycardies ventriculaires qui sont parfaitement synchronisées. Par exemple, ici, une A à gauche, tu vois une tachycardie ventriculaire très rapide, presque à 300 par minute, mais les malades, ils mettent beaucoup plus de temps pour faire une syncope, pour faire une répercussion clinique. Et le secret, c'est que c'est absolument et parfaitement synchronisé. Tandis qu'à droite, tu vois une tachycardie qui c'est pas très rapide, mais c'est rapidement syncopal parce que le malade il a une mauvaise fonction ventriculaire, une fraction d'éjection très basse, et en plus tu le mets ça, évidemment très désynchronisé, la tolérance clinique c'est beaucoup plus. Donc, tu vois, le synchromat nous a permis de voir que pas seulement le cycle de la tachycardie ou l'état myocardique sont importants pour déterminer la tolérance à la tachycardie, mais aussi la synchronie. Il y a une chose intéressante qu'on a beaucoup étudiée aussi,
je termine avec ça. Et c'est la dysynchronie que produit le stress systole ventriculaire. On a entendu parler, on a lu pendant ces dernières années dans les différentes la bibliographie que les extrasystoles, ce sont plus de 20% de total de battements par jour, que si sont les extrasystoles ventriculaires sont agrupés ou pas agrupés, et disons l'insuffisance cardiaque menée par l'extrasystole ventriculaire. Il y a des données contradictoires, pas tout à fait convaincantes. Et je pense personnellement que ça dépend de la synchronie de la tachycardie, de l'extrasystole. Ici, tu peux voir, par exemple, un malade, tu vois à gauche l'état de synchronie de l'extrasystole ventriculaire. C'est un malade avec un BVG, un bloc de veine gauche. Ici, tu vois l'extrasystole. L'activation, c'est d'abord le ventricule droit. Évidemment, c'est un extrasystole du ventricule gauche. Donc, la première activation, c'est le ventricule gauche. Et bien plus après, c'est l'activation du ventricule droit. Donc, c'est une extrasystole découplant, qui produit une dysynchronie, parce que le ventricule droit s'est retracé, c'est activé tardivement. Mais ici, à droite, tu vois le battement basal, ça veut dire le QRS que le malade a, et c'est tout à fait l'inverse. Donc, c'est d'abord, évidemment, c'est un bloc de veine gauche, donc c'est d'abord l'activité du ventricule droit, et bien plus après, décaler le ventricule gauche. Donc, tel malade il a une bigéminée, donc un battement se découple d'une façon, et le battement suivant d'une façon tout à fait contraire. Et il est comme ça pendant les 24 heures, et ce malade ne peut avoir, évidemment, jamais une fonction ventriculaire acceptable, évidemment. Donc, comme conclusion, je te dirais que la dysynchronie interventriculaire comporte de nombreuses variables. Ce n'est pas seulement la durée des QRS, et probablement la durée des QRS n'a aucune importance, que la thérapie de resuscitation cardiaque chez les répondeurs ne modifie pas la durée des QRS, c'est évident, ce n'est pas moi qui le dis, il y a plusieurs articles qui l'ont mentionné. La variable distance de DVG au découplage semble être la variable la plus importante, si tu veux facilement, très facilement la détecter avec synchromètre. Le bloc de veine gauche n'est pas le seul responsable des synchronies ventriculaires. L'existence de nombreux troubles de conduction produisant une dysynchronie, soit le BBD, le hémibloc antérieur, même le QRS normal qui a des dysynchronies, bien que dans l'électrocardiogramme de surface ne soient pas perçus, tous ces troubles peuvent être corrigés, tous, même le trouble avec le malade avec QRS normal, avec découplage, tous les troubles peuvent être corrigés en choisissant de façon rationnelle les lieux de stimulation. Tu peux stimuler quel lieu est guidé par synchromètre, tu peux dire ici, stimulant cet endroit-là, j'ai une activation normale. Tant que si nous suivons à penser que l'indication de la synchronica, l'indication de resynchronisation cardiaque soit seulement la durée de QRS ou la fraction de d'éjection, on aura des problèmes. On ne pourra jamais supérer le chiffre de 60-70% de répondeurs. Nous serons tout le temps 30% de non-répondeurs.